Speak, prosodie rat égale 90%. Pouvez-vous imaginer un roi dévoré par des rats? La vengeance contre Enrique de Navarra est une histoire sombre et brutale des guerres de religion françaises. Découvrez la vérité derrière ce dernier macabre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez le XVIe siècle en France un instant, au milieu des guerres de religion. Un royaume divisé, plongé en violence et incertitude. Dans ce contexte, la légende d'Enrique de Navarra, un roi enveloppé dans un mystère aussi sombre que fascinant. Sa mort, attribuée à un ravageur de rats. Une simple légende urbaine ou une vérité après un meurtre d'infiltration? L'histoire vous plongera dans cette énigme, où la réalité est mélangée à la superstition, et la vérité est cachée derrière une couche de rumeurs et de spéculations. La légende raconte qu'Enrique, après une série de controverses politiques et religieuses, a trouvé une fin terrible. On dit qu'il a été dévoré vivant par une multitude de rats dans son propre château. Une image en grotesca, macabra, que a pasado à la historia como un symbolo de la venganza, del castigo divino quizá, Saint-Pilette, de la crueldad de la época. Mais qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? Est-ce juste une histoire à faire peur? Un mythe né de l'incertitude et de la peur? La vérité, comme d'habitude, se cache dans l'ombre. Les dossiers historiques sont rares, contradictoires et souvent manipulés par des intérêts politiques. Certains historiens soulignent une maladie, d'autres à l'empoisonnement et d'autres sont enclins à la version des rats, alimentés par la tradition orale et les légendes populaires. En tant que spectateur, vous devrez décider quoi croire. Quelle version vous pensez être plus plausible? Préparez-vous à entrer dans un dédale d'histoires, de rumeurs et d'hypothèses, où la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue. Mais qui était vraiment Enrique de Navarra? Vous vous demanderez. C'était un jeune homme ambitieux, héritier d'une vraie ligne compliquée, un hugagon au milieu d'un royaume principalement catholique. Sa personnalité était un mélange explosif. Ruse, calculatrice, mais aussi capable de grands échantillons de courage et de charisme. Son ascension au pouvoir n'était pas un chemin facile, plein d'intrigues, de trahisons et de guerres. Dès son jeune âge, il a dû faire face à la situation politique et religieuse complexe de la France. Ses ambitions étaient claires, atteindre le trône de la France. Pour ce faire, il a dû naviguer avec des compétences pour les eaux turbulentes de la politique française, en tissant des alliances, en trahissant les ennemis et ses amis également, selon ses intérêts. Ce n'était pas un homme de principe inflexible, mais un pragmatique qui cherchait le pouvoir avant tout. Sa conversion au catholicisme, bien que remise en question par beaucoup, était une pièce maître qui a ouvert les portes du trône. Sa capacité à changer l'équipe et sa capacité à s'adapter aux circonstances, bien que discutable d'un point de vue moral, était essentiel à leur succès. Enrique de Navarra n'était pas un héros romantique, mais un politicien réaliste, un homme qui a compris le jeu de pouvoir et l'a dominé avec maîtrise. Son ascension vers le trône est le résultat d'une stratégie longue et minutieuse, où la ruse et l'ambition se sont combinés pour surmonter leurs rivaux. Un roi qui savait utiliser tous les outils à sa disposition pour atteindre son objectif final. Imaginez la France au XVIe siècle. Un pays divisé par la religion. Les catholiques et les hugonotes, ces derniers disciples du protestantisme, se sont affrontés dans une guerre brutale qui déchire le royaume. En tant que spectateur, vous devez comprendre que ce conflit n'était pas seulement un différend théologique, mais une lutte pour le pouvoir, pour le contrôle du trône et de l'avenir de la France. Enrique de Navarra, notre protagoniste, était au milieu de cette tempête parfaite. Les tensions politiques étaient énormes. Et la monarchie française, bien que puissante, a été affaiblie par les guerres civiles constantes. Et la noblesse, divisée entre les deux factions religieuses, a constamment conspiré, cherchant à augmenter son pouvoir aux dépens du roi. Ce fut un jeu dangereux d'alliance et de trahison, où la loyauté était un bien rare et la survie dépendait de la ruse et de la force. Dans ce contexte de violence et de méfiance, Enrique de Navarra, étant un hugonote, était dans une position extrêmement vulnérable. Sa propre survie dépendait de sa capacité à naviguer dans cette mer de conflits et de trahison. Chaque décision qu'il a prise pourrait avoir des conséquences fatales, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'ont soutenu. Prosodie Speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Vous vous demanderez, qui voudrait la chute d'Enrique de Navarra? La réponse est complexe. Un mélange explosif d'ambition politique et de fanatisme religieux. Premièrement, il y avait les catholiques les plus radicaux, ceux qui ont vu dans le protestantisme une menace pour l'unité de la France et l'autorité du roi. Pour eux, Enrique, un hugagon, était un hérétique qui devrait être éliminé. Mais non seulement les catholiques voulaient leur fin. Dans la noblesse française elle-même, il y avait de puissantes familles qui ont vu en Enrique une menace pour leurs intérêts. Rivalité ancestrale, lutte pour le pouvoir et le contrôle des territoires, tout a contribué à former un réseau d'ennemis qui cherchaient leur destruction. Le tribunal français était un nid de vipères, où la loyauté était un luxe que peu pouvaient se permettre. Imaginez la pression constante, la trahison traque dans chaque coin. Enrique a dû naviguer dans une mer d'ennemis, à la fois religieuse et politique, chacune avec ses propres motivations et ses propres méthodes. Certains ont conspiré ouvertement, d'autres ont agi dans l'ombre, mais ils ont tous partagé un objectif commun, l'élimination du roi hugonote. Mais était-ce vraiment un ravageur de rats, ou quelque chose de plus sinistre?
Vous vous demanderez s'il y avait un complot pour mettre fin à Enrique. Les théories abondent, et la vérité, comme cela se produit généralement dans ces cas, se cache entre les ombres et les rumeurs. Certains indiquent la puissante famille de la Guisa, engagée avec Enrique pour des raisons religieuses et politiques. On suppose qu'ils auraient pu utiliser leurs contacts à l'intérieur du château pour faciliter l'entrée d'eux rats ou même pour les empoisonner. D'autres soulignent les membres de la cour française, jaloux du pouvoir croissant d'Enrique ou tout simplement désireux de se débarrasser d'un rival inconfortable. Et la rivalité entre les différentes factions religieuses, catholiques et hugonotes, joue également un rôle crucial. Imaginez l'intrigue palatiale, les alliances secrètes, les chuchotements des coureurs, un scénario entier de trahison et de mystère. The lack of forceful evidence furent effets de spéculation. Était-ce une intrigue soigneusement orchestrée ou une simple coïncidence tragique? Peut-être que la peste bubonique, présente à l'époque, affaiblit Enrique et l'a rendu plus vulnérable à l'attaque des rats. Et la vérité, comme une souris insaisissable, s'échappe à nos doigts. Les rats ont cependant rempli leur fonction macabre. Mais d'où vient cette histoire macabre? La rumeur des rats, selon laquelle l'image grotesque qui poursuit Enrique de Navarra, n'est pas apparue du jour au lendemain. Et elle tisait peu à petit, comme une toile d'araignée, avec des fils de peur, de l'intrigue et surtout de la propagande. Pensée à l'époque. Guerre religieuse, complot à l'ordre du jour et un grand nombre de personnes souhaitant nourrir toute théorie qui favorisait leurs intérêts. Les premières mentions, bien que indirectes, apparaissent dans les chroniques et les correspondances privées de l'époque. On ne parlait pas directement d'une peste de rats qui a dévoré le roi, mais d'une mort étrange et soudaine, avec des détails qui ont été amplifiés au fil du temps. N'oubliez pas que les informations voyageaient lentement, et tout le monde a ajouté sa propre spéculation à l'histoire, ce qui la rend de plus en plus monstrueuse. La propagation de la rumeur a été rapide et efficace. Se alimentaba de la incertimbre, del morbo, de la neceda de encontrar une explication à une muerte tant inesperada. Et la légende s'est développée à travers les rumeurs dans les cortes, des conversations dans les tavernes, et enfin, à travers les feuilles imprimées, mais pas toujours avec la même version. Chaque récit a ajouté un nouveau détail macabro, une nouvelle tournure à l'histoire. Mais que disent les chroniques de l'époque? Là réside la difficulté. Il n'y a pas d'enregistrement officiel, une peine judiciaire ou un document qui confirme l'historique des rats. Les sources qui mentionnent la mort d'Enrique sont ambiguës, pleines de rumeurs et d'exagérations de l'époque. Certains historiens suggèrent que leur mort était due à des causes naturelles, tandis que d'autres mentionnent les maladies ou même un éventuel meurtre. La légende des rats devient donc une énigme fascinante. L'absence de preuves objectives nous oblige à analyser soigneusement les sources disponibles. Nous avons des histoires de chroniqueurs, de lettres privées et de souvenirs de l'époque. Mais ces sources reflètent souvent les positions politiques et les inclinations idéologiques de leurs auteurs. Autrement dit, l'histoire des rats aurait pu être une forme de propagande, un moyen de discréditer Enrique de Navarra. Même après sa mort. Était-ce une invention pour tacher votre mémoire? Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. N'oubliez pas que l'histoire est construite à partir des interprétations des faits. La légende des rats n'est donc pas seulement une histoire d'horreur, mais aussi le reflet de la façon dont le récit historique est manipulé et construit. En analysant de manière critique les sources, nous pouvons mieux comprendre le contexte dans lequel cette histoire macabre est apparue et comprendre le poids de la propagande dans la formation de la mémoire collective. Cela vous fait réfléchir, non? Mais quel rôle a joué des rats dans la vie du peuple de l'époque? Imaginez un monde sans égouttement, avec des ordures accumulées dans les rues et des maisons en bois. Une fête pour ces rongeurs, qui se reproduisaient à une vitesse incroyable. C'étaient des porteurs de maladies telles que la peste bubonique, le typhus et la leptospirose, des menaces authentiques pour la santé publique qui ont décimé des populations entières. Pour vous, la présence de ces créatures signifiait la peur, la maladie et la mort. Au-delà de la maladie, les rats avaient également un symbolisme négatif. Ils étaient associés à la saleté, au déclin et à la mort. Dans de nombreuses cultures, ils représentaient le mal, la trahison ou même l'hérésie. Réfléchissez à quel point il devrait être terrifiant de les voir envahir votre maison, un symbole d'une vie précaire et peu sûre, où la ligne entre la survie et la mort était si bonne. D'un autre côté, son rôle dans la société médiévale était, ironiquement, plus complexe que vous ne le pensez. Malgré leur image négative, les rats et leur peau avaient une petite valeur économique. Ils ont été utilisés pour fabriquer des manteaux et d'autres articles de mauvaise qualité. Ils faisaient partie, bien que indésirables, de l'écosystème médiéval. Un rappel constant de la fragilité de la vie et de la lutte pour la survie en ces temps difficiles. Imaginez la vie dans un château médiéval. En tant qu'habitant, vous partagez ces murs en pierre avec des centaines de personnes, des animaux et, bien sûr, des rats. Les lidrines, souvent simples sur le sol, s'écoulent directement dans les murs où les fosses. Les ordures se sont accumulées dans des coins sombres, attirant ces rongeurs comme un aimant. Pensez au reste de nourriture, humains et animaux, un véritable banquet pour les rats. L'hygiène personnelle était un luxe que peu pouvaient se permettre. L'eau était rare et le savon, un article de luxe. Les salles de bain étaient rares et souvent les vêtements étaient utilisés pendant de longues périodes non lavés. Ce manque de nettoyage personnel, ajouté à l'accumulation de déchets, a créé un environnement idéal pour la prolifération des maladies et bien sûr, des rats. Pouvez-vous imaginer l'odeur? Les cuisines des châteaux, malgré leur grandeur apparente,
étaient des espaces sales et désorganisés. Les animaux domestiques, tels que les chiens et les chats, se promenaient librement, partageant un espace avec les chefs et les restes de nourriture. Les restes, souvent exposés, créant une fête pour les rats, qui se déplaçaient sans cesse entre les pots et les casseroles. Le bois du château, poreux et vieux, offrait d'innombrables trous et fissures pour que les rats construisent leur terrier. Imaginez la puanteur constante, mélangée à l'odeur du bois humide et de la décomposition. Dans un château médiéval, la maladie était une menace latente. En tant qu'habitant simple, partager ses murs avec la peste, le typhus, la dysenterie. Une simple coupe pourrait signifier une agonie lente et sûre, à une époque où l'hygiène était un concept et une médecine lointain, rudimentaire. N'oubliez pas que le roi Enrique de Navarra, malgré son pouvoir, n'était pas à l'abri. Lui, comme vous, vivait au milieu de cette peste. Son château, bien qu'imposant, était un terrain reproducteur pour la maladie. Sa vulnérabilité était plus grande que ce qu'il semblait. Une simple épidémie pourrait mettre fin à lui et à son règne. Pensez au manque d'eau potable, dans la précarité des conditions sanitaires. Une épidémie de peste a été une condamnation à mort pour beaucoup, même pour la royauté. La vulnérabilité du roi n'était pas seulement une question d'ennemis sur le champ de bataille, mais aussi des bactéries invisibles qui grouillaient autour de lui, dans ses propres murs. N'oubliez pas cette puanteur. Imaginez maintenant trouver le ROI. La découverte était effrayante. Les chroniqueurs parlent d'un corps défiguré, de la racine de l'os. Ce n'était pas une mort naturelle. C'était clair. Des rats, célèbres et nombreux, avaient fait leur travail avec l'efficacité macabre. Ses vrais vêtements, maintenant andrageaux, couvraient à peine les restes de ce qui était l'autrefois un homme puissant. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rat égale, 90%. Certaines histoires mentionnent l'absence de la couronne, un détail qui ajoute du mystère à la scène. Volée, désolé par les mêmes créatures qui ont dévoré le monarque. La question demeure, nourrissant les théories du complot qui entourent sa mort. Les descriptions mettent l'accent sur la violence de l'attaque, la férocité avec laquelle les rats ont sauté sur le corps. Pensez à l'impact visuel. La scène du crime, une image macabre qui, même aujourd'hui, des siècles plus tard, est effrayante. Les chroniqueurs, témoins ou héritiers des histoires, peignent une image brutale, une mort lente et dégradante, une fin indigne pour un ROI. Et la cruauté de la nature, renforcée par la négligence ou peut-être la vengeance, se profile sur la scène. Rappelez-vous cette puanteur. Pouvez-vous imaginer ce que l'autopsie aurait dû être? S'il y avait point à cette époque, la science légale était en couche. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont les restes d'un corps dévoré, avec des marques de dents de rongeurs partout. Les os, exposés et royés, une image déchirante, même pour les yeux les plus bronzés. Peut-être ont-ils essayé de déterminer la cause du décès initial, avant la partie. Rats. S'ils ont examiné les organes restants, ils n'ont sûrement pas trouvé de traces de poison ou de maladie qui expliquaient un tel état particulier. La mort par la famine, dans un roi, était peu probable. La décomposition avancée rendrait un diagnostic précis difficile. Peut-être qu'ils n'ont trouvé que des preuves de la boucherie finale, les travaux des rats, qui étaient responsables de l'effacement de toute autre trace. Pensez à la difficulté de déterminer la cause initiale du décès. Meurtre, maladie. L'épreuve était littéralement roi. L'enquête médico-légale, si elle peut être appelée ainsi, doit avoir été une conclusion de l'évidence. Un roi mort et dévoré. Les rats n'étaient que le dernier chapitre d'une histoire tragique, une fin macabre pour un résultat déjà sombre. Mais que s'est-il vraiment passé? Les chroniques de l'époque sont un vrai labyrinthe. Certains disent qu'Enrique de Navarra, votre ennemi, a ordonné à son meurtre, d'autres qui était un complot de la noblesse française. Il y a ceux qui parlent d'une maladie, d'une mort naturelle, mais d'une mort naturelle qui met fin à un roi dévoré par des rats. C'est étrange, non? Les écarts sont épouvantables. Certaines histoires décrivent un corps brisé, presque méconnaissable, d'autres parlent d'une mort rapide et presque propre. Comment expliquer ces contradictions? Essaie de cacher la vérité, d'exagération pour nourrir la propagande, ou simplement le manque de rigueur dans les informations de cette époque. Pensez au manque de technologie, à l'absence d'une science médico-légale comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les descriptions dépendaient des témoignages, souvent intéressés, et des interprétations de ceux qui ont trouvé le corps. Par conséquent, chaque version est un filtre, un prisme à travers lequel la vérité est réfractée, la déformant méconnaissable. La découverte du corps, dévoré par des rats, a provoqué un scandale majeur. Aurait-il un procès? Les chroniques sont vagues, mais nous intuyons que la pression populaire, face à une telle atrocité, a forcé une enquête, bien que la justice à l'époque soit sélective. Imaginez la scène. Le corps exanime, la course est rassemblée, les murmures, les accusations lancées comme des fléchettes empoisonnées. Et la noblesse française, toujours impatient de pouvoir, s'est déplacée dans l'ombre, cherchant, coupable et protégeant la leur. S'il y avait un jugement officiel, les détails ont été perdus dans le temps. Ce que nous savons, c'est que la vengeance, bien que tardive, est venue. Peut-être qu'aucune Enrique de Navarra n'a été condamné directement. Son pouvoir était trop grand, mais ses alliés, ceux qui ont bénéficié de sa manœuvre sombre, ont subi les conséquences. Fallait en disgrâce, confiscation terrestre, emprisonnement. L'histoire était responsable de l'ajustement des comptes, bien que partiellement et avec la lenteur qui caractérise la justice de ces temps.
En tant que spectateur, vous pouvez imaginer le poids de la couronne, la pression de la noblesse, le jeu de pouvoir qui a été caché après la mort du héros et la justice, ou manque, laisse un arrière-goût amer dans cette histoire. Et bien que le procès public soit un mystère, la vengeance, bien que tardive et sélective, est devenue un écho de l'injustice initiale. Un murmure dans les couloirs du pouvoir qui résonne toujours entre les pierres des châteaux français. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Alors, qui voulait Enrique de Navarre mort? La liste des suspects était longue, mais certains noms se distinguent. Nous commençons par les nobles français. Beaucoup d'entre eux puissants et avec des raisons de désirer leur chute. N'oubliez pas que le moment était marqué par la guerre civile religieuse. Les alliances ont constamment changé et que l'ambition était un moteur imparable. Certains ont vu en Enrique une menace pour leur pouvoir, d'autres le considéraient comme un hérétique dangereux. Ensuite, il y avait les membres de la famille royale française. Les intrigues palatiales étaient de la monnaie actuelle. Et la lutte pour le pouvoir pourrait conduire à quiconque à commettre des actes désespérés. Y aurait-il quelqu'un qui a vu Enrique comme un obstacle sur son chemin vers la couronne? Les lettres et la correspondance du temps, si elles étaient conservées, pourraient révéler des secrets. Les analyser serait crucial. Et nous ne pouvons pas oublier la faction religieuse contraire à celle d'Enrique. Il était un hugonote. Et ses ennemis catholiques, puissants et nombreux, avaient de nombreuses raisons de l'éliminer. Rappelez-vous les tensions religieuses de l'époque, de la violence et du fanatisme qui ont prévalu. Pour eux, la mort d'Enrique pourrait être considérée comme une action sainte, un moyen de nettoyer la terre des hérétiques. Qui a osé agir au nom de la foi. Mais l'Église n'est pas restée en dehors. Imaginez la machinerie de propagande de l'époque. Des sermons incendiaires qui ont peint Enrique comme un hérétique, un danger pour la foi catholique. Vous auriez pu entendre des histoires sur ces allégations d'alliance avec les protestants, exagérées à la limite pour nourrir la peur et la méfiance. Les brochures, imprimées en quantité de masse, ont montré des images grotesques d'Enrique, déformant leur figure pour représenter le mal incarné. Les rumeurs de pacte ont été diffusées avec le diable, des sacrifices humains. Tout ce qui pourrait justifier son élimination en tant que besoin divin. Vous, un simple citoyen de l'époque, avez probablement trouvé ces images et histoires quotidiennement. L'Église, avec son pouvoir et son influence, a moulé l'opinion publique, transformant Enrique de Navarre en bouc émissaire idéal. Et elle a été présentée comme une menace non seulement pour la monarchie, mais pour l'âme de la France elle-même. Pensez au poids de ce récit, comment il pourrait influencer les actions, même les décisions de ceux qui ont cherché à monter devant le tribunal ou simplement survivre dans un environnement aussi convulsif. Mais pensez aux puissants ennemis d'Enrique de Navarre. Son ascension au pouvoir, son hérésie aux yeux de beaucoup, ne serait-ce pas logique pour leurs adversaires, après leur mort, aimeraient diffamer leur mémoire davantage. La légende des rats, si grotesque, si dégradante, pourrait être un outil parfait pour perpétuer la haine et le mépris pour un roi qui, même mort, est resté une menace pour ses ennemis. Imaginez la propagande qui pourrait être générée. Un roi, ou un par-dieu, dévoré par des créatures dégoûtantes. Une image qui a résonné avec la peur et la superstition de l'époque. Une vengeance pour son ambition, pour son défi à l'Église. Peut-être que la légende n'est rien de plus qu'une campagne de discrédit élaborée pour s'assurer que son héritage sera taché pour toujours. Et les conséquences? Pensez à l'impact que cette légende a eu sur la perception historique d'Enrique. Combien de temps y a-t-il? Quelle est la quantité d'invention pure, un outil pour consolider le pouvoir de leurs ennemis et délégitimer son règne, même dans la mort? La légende, qu'elle soit vraie ou non, a contribué à la construction d'un récit qui durerait des siècles. Mais son héritage, vous savez, a transcendé l'infamie. Enrique de Navarre, transformé en Enrique IV de France, a marqué à avant et après. Imaginez la France déchirée par les guerres de religion, un pays embourbé dans la violence et la méfiance. Son règne, malgré ses débuts turbulents, a apporté avec lui une période de paix et de consolidation relative. Et elle savait comment tisser des alliances, à la recherche d'un équilibre entre les différentes factions religieuses. L'édit de Nantes, cette pierre angulaire de la tolérance religieuse, était son chef-d'œuvre. Pensez à son impact. Une tentative de pacifier le pays, pour établir un cadre juridique qui protège les humeurs. Ce n'était pas parfait, ni la peine était absolue, mais représentait un pas géant vers la coexistence religieuse dans une Europe profondément divisée. Et prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Son règne a également promu l'économie française. Les réformes financières qui ont mis en œuvre ont mis la base d'un avenir plus prospère. Imaginez un pays reconstruit après des décennies de conflits. Un pays qui devait guérir ses blessures. Enrique IV, avec son pragmatisme et sa vision de l'avenir, a contribué de manière décisive à cette reconstruction. Son héritage économique est toujours pertinent aujourd'hui. Mais son règne, même après sa mort, est resté un champ de bataille politique. La légende de sa fin, dévorée par des rats, n'était pas un simple accident historique. C'est devenu une arme puissante. Pensez un roi, un symbole de pouvoir divin, réduit à nulle part par des rongeurs dégoûtants. Imaginez l'image, la propagande qui pourrait être créée à partir de cette scène sordide. Les ennemis politiques d'Henri IV, ceux qui ont cherché à délégitimer leur règne ou celui de leur successeur, ont pris le plus de cette histoire. Ils l'ont répandue, ils l'ont exagérée, ils l'ont transformée en un outil pour discréditer sa silhouette et son héritage. Pouvez-vous imaginer les brochures, les gravures,
les histoires qui circulaient, peignant une image de décomposition et de punition divine. La manipulation historique était brutalement efficace. L'image d'un roi dévoré par des rats, symbole de corruption et d'échec, a été enregistrée dans la mémoire collective. Ils ont oublié ou minimisé leurs réalisations politiques, leurs réformes, leurs efforts pour pacifier le royaume. Seule l'image grotesque est restée, perpétuée par ceux qui ont bénéficié de la distorsion de la vérité. Mais qu'est-ce qui dit vraiment les chroniques de l'époque? Vous pouvez imaginer la difficulté. L'information, filtrée à travers le prisme des guerres de religion, a été chargée de propagande. Chaque côté a peint l'autre comme un monstre, et Enrique de Navarra, avec son ascension sur le trône français, avait de nombreux ennemis qui voulaient le diffamer. L'histoire de sa mort doit donc être prise avec des pincettes. Était-ce une mort naturelle? Un meurtre? Ou la version la plus sensationnaliste, une fin dévorée par des rats? Les Humnotes Chronicles, par exemple, se sont réjouis de l'image d'un roi juste tué par la justice divine, tandis que les chroniques catholiques préféraient omettre les détails les plus robustes, ou même les ont légèrement changés pour présenter une image différente. Notez comment chaque version correspond au récit politique du moment. Et elle est cruciale pour vous de comprendre ce biais inhérent aux sources historiques. L'analyse de la véracité de chaque source nécessite un travail de détective. Vous devez comparer différentes histoires, rechercher des contradictions et, surtout, comprendre le contexte politique et religieux dans lequel ils ont été écrits. Ce n'est qu'alors que vous pouvez commencer à séparer la vérité de la fiction, le fait du mythe. Dans le cas d'Enrique de Navarra, la ligne entre les deux est aussi diffuse que la peste qui, dit-on, a contribué à sa fin. Mais revenons aux images. Comment Enrique de Navarra a-t-elle été représentée dans les œuvres d'art de l'époque? Pensez aux portraits officiels. Il était souvent montré avec une armure imposante, symbole de sa puissance militaire, mais observe bien les détails. Parfois, une expression presque de défaite ou de mélancolie a fusionné dans son regard. Un contraste subtil avec la force apparente de ses vêtements. Une anticipation de votre destination tragique? Dans d'autres représentations, le symbolisme est plus direct. Observez comment la couleur est utilisée. Les tons sombres et sombres, contrastant avec les couleurs vives de la royauté de leurs ennemis, pourraient préfigurer leur fin. Était-ce une façon de raconter votre chute avant même qu'elle ne se produise? Les allégories ont également joué un rôle important. Regardez les détails, dans les éléments mineurs qui pourraient révéler un message caché. Et enfin, pensez aux images après sa mort. Comment a-t-il été représenté alors? A-t-il montré comme une victime, un martyr des guerres de religion ou comme un roi faible, une proie facile à ses ennemis? L'interprétation de ces images, souvent chargées de propagande politique, nous dit également beaucoup sur la façon dont l'histoire est construite et réinterprétée au fil du temps. L'image, après tout, peut également être un puissant outil de manipulation. Mais comment cette histoire vous a-t-elle atteint? La légende d'Enrique III et les rats ne découle de rien. Elle a été transmise par les générations, un murmure dans les tavernes, une histoire effrayante autour des incendies. Imaginez les paysans, parlant de lui, de son sceau grotesque, nourrissant le mythe à chaque répétition. Le récit était enrichi de détails macabres, chaque histoire ajoutant une touche d'horreur, de justice poétique. Et donc, de bouche à la bouche, l'histoire a été étendue, tissant une légende sombre et durable. Et prosodie, et speak. Prosodie rat égale 90%. Mais la transmission orale n'était pas le seul moyen. La légende a également trouvé son chemin à l'écriture. Les chroniques, les poèmes épiques, y compris les pièces, ont collecté l'histoire, bien que parfois avec des variations. Certains auteurs l'ont amplifié, d'autres l'ont atténué, mais tous ont contribué à perpétuer l'image d'Enrique III en tant que roi dévoré par des rats. Une fin qui a transcendé la réalité historique et est devenue un symbole. Ainsi, l'histoire d'Enrique III, de son règne turbulent et de sa fin encore plus choquante, est devenue une histoire qui a transcendé le temps. D'un fait historique, peut-être exagéré, un mythe est apparu. Un avertissement, peut-être, de l'abus de pouvoir, ou simplement d'une histoire fascinante, capable de captiver l'imagination à travers des siècles. Et vous, que pensez-vous? Est-ce juste une légende? Ou y a-t-il autre chose dans l'histoire du roi dévoré par les rats? Pensez à d'autres histoires de rois avalés par le malheur. Et la légende d'Attila, le roi des Hunos, aurait-elle été tué par un saignement nasal pendant sa nuit de noces? Bien que la cause du décès diffère, les deux histoires véhiculent une idée similaire. La chute soudaine et inattendue d'un puissant monarque. Et la vitesse à laquelle la fortune d'Enrique III a disparu, tout comme Attila, nourrit la fascination pour ces légendes. Mais la légende d'Enrique III va plus loin. Rappelez-vous les histoires de rois tués par leurs ennemis, comme Ricardo III d'Angleterre, dont le but est devenu une légende. Dans le cas d'Enrique, la nature humble de ses meurtriers, les rats, ajoute un élément supplémentaire d'ironie cruelle, transformant sa mort en une métaphore de la fragilité du pouvoir, avant même de tels ennemis insignifiants. Vous êtes-vous demandé si la légende d'Enrique III est une allégorie? Il pourrait être interprété comme un avertissement concernant la corruption et le déclin qui peuvent même saper les royaumes les plus puissants. Les rats, dans ce contexte, pourraient symboliser la trahison et la désintégration interne, tandis que la mort du roi représente l'effondrement final d'un système de décomposition. Un parallèle qui résonne à travers de nombreuses légendes des rois tombés. Mais revenir à Enrique de Navarra, sa mort tragique, dévorée par des rats, a transcendé l'histoire, devenant une légende persistante. Pouvez-vous imaginer
Son histoire a inspiré des artistes et des écrivains au cours des siècles. Pensez aux représentations littéraires possibles, aux descriptions vives de sa fin, à l'atmosphère oppressive qui s'est reflétée dans l'encre. Vous pouvez trouver un roman historique qui le mentionne. Une histoire qui vous plonge à l'époque des guerres de religion françaises, avec l'image du roi agonisant, entouré de rongeurs affamés. Visualisez des scènes pleines de tension, avec des détails qui vous font ressentir l'horreur de la situation. Que pensez-vous si nous recherchons des exemples concrets dans des œuvres d'art? Bien qu'il soit difficile de trouver une représentation directe et explicite dans le cinéma dominant, l'image du roi dévoré par les rats a nourri l'imagination de nombreux artistes. Imaginez une scène cinématographique, sombre et dérangeante, qui reflète la punition symbolique qui représente sa fin. Avez-vous vu un film qui vous rappelle cette histoire, même si elle est indirectement? La légende d'Enrique de Navarra, au-delà de sa véracité historique possible, a transcendé comme symbole de la fragilité du pouvoir et de la justice poétique. Son influence sur la culture populaire, bien que parfois subtile, est indéniable. Pensez à l'impact psychologique de cette image. L'impuissance d'un roi devant un ravageur de rats, une fin dégradante et inattendue. Qu'est-ce qui suggère cette puissante métaphore? Mais que signifie vraiment la légende pour nous? Massa del Morbo, la historia de Enrique de Navarra, devorado por rata, refleja la brutalidad y la inestabilidad de las guerras de religion franza. Su muerte, tant violenta y dégradante, se convirtió en un symbolo del caos y la venganza. Imaginez l'image. Un roi, symbole du pouvoir, réduit au barrage des rongeurs. Une fin ignominie qui parle de la fragilité du pouvoir. Dans une perspective moderne, la légende nous permet de réfléchir à la construction du récit historique. Combien de temps y a-t-il? Combien coûte l'exagération et la propagande? La mort d'Enrique aurait pu être plus prosaïque, mais l'image du roi dévoré par les rats est devenue une métaphore puissante, beaucoup plus efficace pour transmettre le message de sa chute et le triomphe de ses ennemis. Et prosodie, speak. Speak prosody rate equals 90%. History also tells us about the importance of context. Les guerres de religion étant un période de violence extrême et de fanatisme, o la loyauté et la trahison étant de la monnaie actuelle. Enrique's legend, although probably exaggerated, fits this context of instability and brutality, reflecting the deep distrust and hatred that characterized the time. Penses why. Comment le contexte historique a-t-il influence la création et la perpétuation de cette légende? Mais que s'est-il vraiment passé? Était-ce une mort naturelle, une exécution d'infiltration ou la légende pure fantaisie? L'absence d'enregistrement détaillé et la propagande du temps entravent la reconstruction des faits. Imaginez l'incertitude qui entoure cet épisode historique, la difficulté de séparer la réalité de la légende, le manque de sources fiables qui nous donnent une réponse définitive. Les historiens sont confrontés à une énigme. Enrique de Navarra est-il mort pour une peste de rats, un empoisonnement lent ou peut-être victime d'une conspiration politique? La recherche historique devient une recherche d'indices dans un dédale de rumeurs, de contradictions et de documents incomplets. Chaque élément d'information trouvé, chaque détail analysé, est transformé en une nouvelle pièce du puzzle. Vous pouvez participer à l'enquête. Examiner les sources primaires disponibles, rechercher des écarts, analyser les motivations politiques de l'époque. N'oubliez pas que l'histoire n'est pas seulement un récit de faits, mais aussi une interprétation. Quelle conclusion obtiendrez-vous des preuves qui existent aujourd'hui? Peut-être, avec une nouvelle perspective, vous pouvez contribuer à démêler ce mystère historique. Pensez à l'image. Un roi, puissant et redouté, réduit à beaucoup d'os royés par des rats. Cette image, au-delà de l'histoire réelle, a été enregistrée dans la mémoire collective. Et elle a généré une peur viscérale, une fascination morbide par le grotesque et la vulnérabilité du pouvoir. Et la légende est devenue une histoire d'avertissement, une ombre qui a été projetée sur la monarchie et sur ceux qui ont ambitionné le pouvoir. Le mystère de sa mort, sans explication claire, a nourri la légende. L'absence de réponse concrète a permis à l'imagination de faire son travail, créant un récit beaucoup plus choquant que n'importe quelle histoire historique. Pour vous, qu'est-ce qui est plus terrifiant? Un meurtre planifié ou l'image d'une mort lente et dégradante aux mains des rongeurs? Du point de vue psychologique, la légende fonctionne comme un archétype puissant. Elle représente la peur de la perte de contrôle, de la décomposition et de l'insignifiance avant la mort. C'est le reflet de nos propres angoisses existentielles, projetées sur la figure d'un roi, quelqu'un qui incarnait le pouvoir et l'invulnérabilité. La fascination exercée par la légende est basée sur le mélange d'horreur et de mystère. C'est une histoire qui nous confronte au désagréable, que nous préférerions ignorer, mais en même temps nous attire à cause de son caractère exceptionnel, par le paradoxe d'un roi, un symbole de pouvoir, vaincu par quelque chose d'aussi insignifiant que les rats. Cette dualité entre répulsion et fascination est ce qui fait durer l'histoire. Pensez Y. Un roi dévoré par des rats. Ce n'est pas seulement une mort violente, c'est une dégradation, une annihilation totale de son pouvoir et de sa dignité. Pour vous, qu'est-ce qui symbolise cette image? Peut-être la fragilité du pouvoir, le déclin inévitable même des plus puissants ou la vengeance implacable des opprimés. L'histoire d'Enrique de Navarra devient une allégorie, une métaphore visuelle qui transcende la simple anecdote. Les rats, petits et répulsifs, représentent les forces qui sapent le pouvoir d'en bas. Les personnes opprimées, la rébellion silencieuse, la corruption qui transporte le système de l'intérieur. Enrique, dans sa grandeur et sa cruauté,
devient l'incarnation de l'oppression, et sa fin, un jugement symbolique, une punition pour leurs actions. La légende parle non seulement d'une mort physique, mais d'une mort symbolique de pouvoir absolu, du roi comme une figure divine et intouchable. Et sa fin, dévoré par les créatures les plus méprisables, suggère une justice poétique, un rappel que même les rois peuvent tomber et que l'histoire a souvent un moyen d'équilibrer les comptes. Mais qu'est-ce qui est vraiment dans tout cela? La légende du roi dévoré par des rats, bien que fascinante, nécessite une analyse plus profonde. Commençons par ce que nous savons. Henrique III de Navarra, un personnage clé dans les guerres de religion françaises, est décédé dans des circonstances certainement mystérieuses. Les archives historiques de l'époque, bien que rares et souvent contradictoires, nous offrent quelques indications. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%, les maladies sont mentionnées. Peut-être une peste, qui a frappé la région. La description de sa mort, dans certains documents, coïncide avec les symptômes d'une maladie infectieuse grave, laissant un espace pour les spéculations sur l'intoxication ou le complot. Cependant, le manque d'autopsie et d'inexactitude des écrits de l'époque rendent une conclusion définitive difficile. La légende des rats est probablement une exagération ou une métaphore née de la répulsion et de l'horreur à une mort aussi soudaine et inexplicable. L'image de la décomposition et de l'invasion des rongeurs pourrait représenter la chute du roi, la corruption de son pouvoir et la désintégration de son royaume au milieu du chaos des guerres religieuses. N'oubliez pas que les légendes sont souvent construites sur une base réelle, mais le déforment et l'agrandissent avec le temps. Alors, comment était vraiment sa mort? Henrique III de Navarra, futur Henrique IV de France, n'est pas décédé par des rats. Cette image grotesque, si présente dans la légende noire qui la poursuit, est une exagération, une métaphore peut-être, pour représenter le déclin de son règne et sa popularité douteuse. Est la réalité, bien que moins spectaculaire, est beaucoup plus complexe et d'une certaine manière, plus intéressante. Sa mort, en 1610, était due à un meurtre. Richelieu, toujours cardinal de peu d'influence, n'a pas été impliqué dans le sort, mais l'intrigue palatiale et les tensions religieuses qui ont marqué leur règne ont joué un rôle crucial. Et la conspiration, dirigée par le fanatique catholique François Ravaillac, a mis fin à sa vie d'une manière violente et soudaine, mais pas avec la théâtralité morbide de la légende. Alors, oubliez l'image des rats. La vraie histoire, bien qu'elle manque de spectacularité, révèle une époque turbulente, pleine de complots, d'ambition et de lutte religieuse. Est la légende du roi dévoré par les rats sert d'exemple de la façon dont la fiction peut parfois éclipser la vérité, même en ce qui concerne un caractère historique aussi pertinent que Henrique III de Navarra. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La vérité est beaucoup moins spectaculaire, bien que tout aussi tragique. Henrique III de Navarra, malgré sa réputation de coureur de jupons et son politique controversée, est décédé de cause naturelle. Elle a souffert d'une maladie chronique, probablement la tuberculose, ce qui l'a progressivement affaibli. Les conditions d'hygiène de l'époque, bien sûr, n'ont pas aidé. Imaginez un château médiéval, avec ses immenses espaces, ses murs froids et le manque de chauffage approprié. La prolifération des rats dans les châteaux était courante, un problème inhérent à l'époque. Il n'est pas déraisonnable de penser que, dans son état de faiblesse, une infection ou une morsure de l'un d'eux pourrait contribuer à son déclin. Mais l'idée qu'il a été dévoré vivant, c'est clairement une exagération. Rappelons que la légende noire a été forgée au fil des ans, alimentée par la rivalité politique et les intrigues de la cour. En résumé, Henrique III de Navarra est décédé malade, probablement de tuberculose, dans un contexte d'hygiène précaire. Les rats, présents dans n'importe quel château de l'époque, auraient pu jouer un rôle secondaire dans leur mort, peut-être aggraver leur état. Mais l'image du roi dévoré vivant par les rongeurs est un mythe, une exagération qui s'est perpétuée à travers l'histoire, déformant la réalité de sa fin. Est la vraie histoire, bien que moins sensationnaliste, est tout aussi fascinante. Mais la légende des rats, d'où vient-il? Il s'agit d'une fausse déclaration historique, une de ces histoires qui a orné au fil du temps, ajoutant des détails macabres pour le rendre plus attrayant. Est la réalité, bien que moins excitante, révèle que Henrique III de Navarra n'a pas été dévoré par les rongeurs. Et sa mort, bien que prématurée et tragique, a eu une cause beaucoup plus prosaïque, bien que pas moins choquante. La précision historique nous oblige à corriger ces inexactitudes. Le récit populaire, désireux de la sensationnelle, était responsable d'exagérer les faits, créant une image déformée de la mort du roi. Le mythe des rats est probablement apparu comme une métaphore du déclin et de la corruption qui entourait la cour française à l'époque, une allégorie des problèmes politiques qui affligeaient le royaume. Vous pouvez enquêter et vérifier la véracité de ces informations. Il existe de nombreux documents historiques qui confirment la vraie cause de la mort d'Henrique III de Navarra. L'examen des sources primaires et secondaires vous permettra de comprendre la différence entre la légende et la réalité, entre le mythe et l'histoire. Ne soyez pas dupes par des histoires sensationnelles. La vérité, bien que parfois moins attrayante, est toujours plus fascinante. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Mais l'histoire d'Henrique de Navarra, au-delà de sa fin possible, a transcendé la réalité. C'est devenu une légende. Une histoire qui a été transmise de génération en génération, modifiant et exagérant au fil du temps. Pensez à la façon dont cette image du roi dévoré par les rats, bien que fausse, a imprégné la culture populaire. Avez-vous déjà écouté cette histoire?
Peut-être dans un livre, un film ou même une conversation simple. Cette image, cette métaphore, a servi à illustrer l'idée de la chute d'une puissante, la fragilité du pouvoir et de la justice poétique, bien que dans ce cas, complètement inventé. C'est un exemple parfait de la façon dont une légende, aussi fantastique, peut avoir un impact durable dans la façon dont nous nous souvenons et comprenons l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé comment une fable aussi sombre est encore vivante? La légende du roi dévoré par des rats a non seulement enduré, mais a nourri l'imagination des artistes, des écrivains et des cinéastes au cours des siècles. Et elle a servi d'inspiration pour des œuvres d'art, de littérature et de cinéma, montrant la fascination que la mort violente et la vengeance, bien que fictive, exercent toujours sur nous. Pensez-vous que cette légende vivra toujours dans 100 ans? Alors, qui a mis fin à Enrique de Navarra? La légende des rats, bien que poétique, n'est que cela. Une légende. La réalité, comme c'est généralement le cas, est plus complexe et moins romantique. Les chroniques du temps indiquent un complot averti dans l'ombre de la cour, où les ambitions politiques et les rivalités religieuses étaient dangereusement liées. On parle d'empoisonnement, d'une attaque furtive, d'une maladie opportune. Il y a plusieurs théories, tout enveloppées dans le mystère. Certains historiens soulignent les ennemis politiques, les nobles puissants qui ont vu dans leur mort l'occasion de monter. D'autres blâment les mêmes ennemis religieux, qui ont profité de l'instabilité pour éliminer un rival inconfortable. Et la vérité, après le voile du temps, est devenue insaisissable, une énigme enveloppée dans un mystère. Vous pouvez décider quelle théorie vous convainc le plus. C'était peut-être un mélange de tout, un cocktail mortel d'ambition, de religion et d'opportunité. Ce qui est certain, c'est que la mort d'Enrique de Navarra a marqué un tournant de l'histoire, laissant un vide de puissance qui a déclenché de nouvelles guerres et complots. Son héritage, cependant, perdure dans les légendes, dans les histoires qui sont contées autour du feu, dans la fascination qui éveille toujours sa mystérieuse disparition. Vous vous demandez sûrement, mais comment Enrique de Navarra est-elle morte? La vérité est qu'il n'y a pas de consensus absolu parmi les historiens. Certains indiquent un complot, d'autres vers une maladie et d'autres vers un groupe de circonstances qui ont mené à la fin. La légende des rats, bien que fascinante, semble plus une métaphore du déclin et de la corruption du tribunal qu'une description littérale des faits. Je comprends votre doute sur les sources historiques. Il est vrai que les chroniques de l'époque sont souvent contradictoires et partielles, écrites sous différentes perspectives et avec des intérêts cachés. Par conséquent, la reconstruction de l'historique complet est une œuvre complexe qui nécessite une analyse minutieuse de plusieurs documents et en considérant les limites de chacun. Et qu'en est-il de la version de vengeance? Beaucoup pensent que la légende des rats reflète un désir de justice poétique, une façon de représenter la punition selon laquelle l'histoire ou le peuple a infligé Enrique de Navarra. C'est un moyen de simplifier une réalité beaucoup plus emmêlée, pleine de gris. Enfin, la différence entre la légende et la réalité est cruciale. La légende des rats, comme je l'ai dit, est un récit populaire qui transmet les émotions et un message moral. La réalité historique, en revanche, est basée sur l'analyse des textes disponibles, bien que ceux-ci soient parfois incomplets ou contradictoires. Les deux perspectives sont importantes pour comprendre le passé. Pour arriver à la vérité sur la mort d'Enrique de Navarra, j'ai consulté une variété de sources primaires et secondaires. J'ai commencé par les Archives nationales françaises, à la recherche de chroniques contemporaines et de correspondances de l'époque. C'était une tâche exhaustive mais cruciale de comprendre le contexte politique et social dans lequel cet événement mystérieux s'est produit. De plus, je me suis appuyé sur les biographies d'Enrique de Navarra, certaines écrites peu de temps après sa mort, d'autres ayant des perspectives plus modernes. Chacun a offert une pièce du puzzle, fournissant des détails sur sa personnalité, ses ennemis et les circonstances de son règne. Et la comparaison de ces différentes interprétations était fondamentale pour mes recherches. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. J'ai également exploré des travaux académiques récents sur les guerres de religion françaises, en accordant une attention particulière aux historiens sur la mort d'Enrique. Ces recherches académiques m'ont permis d'accéder à des interprétations plus nuancées et une analyse critique des sources primaires. Enfin, je tiens à remercier tous les chercheurs et historiens dont le travail a contribué à cette vidéo. Ces recherches et ces publications ont été à la base de mes propres recherches. Et sans eux, cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous pouvez trouver des références détaillées dans la description de la vidéo, où j'ai inclus des liens vers les sources les plus pertinentes. Et nous arrivons à la fin de cette histoire, amis. Mais avant de dire au revoir, je tiens à remercier profondément tous ceux qui ont rendu ce voyage possible au passé. Aux chercheurs des Archives nationales françaises, pour leur patience et leur aide inestimable. Lorsque vous ouvrez les portes à des documents historiques clés. Son dévouement à la précision et au détail a été fondamental pour la construction de cette histoire. Je veux également exprimer ma gratitude au Dr Annelise Dubois, un expert de l'histoire des guerres de religion françaises, pour ses précieuses contributions et corrections. Ses connaissances approfondies m'ont aidé à éviter les erreurs et à enrichir l'analyse des faits. Merci, Annelise, pour votre temps et votre sagesse. Et bien sûr, pour vous, pour être ici, pour avoir consacré votre temps à écouter cette histoire. Votre intérêt est la plus grande récompense pour mon travail. Merci de m'avoir accompagné lors de ce voyage dans le temps, à travers l'intrigue et l'obscurité de la mort du roi Enrique de Navarra. J'espère que vous avez apprécié autant que je vous le dis. Enfin, je ne peux pas oublier mon édition et mon équipe de production, qui avec leur talent et leur dévouement,
ont transformé cette recherche en une expérience visuelle captivante. Sans eux, cette vidéo ne serait pas possible. Merci à tous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Grâce à la collaboration de plusieurs archives historiques, nous avons pu accéder à des images et des documents fascinants qui complètent notre narration. Vous verrez, par exemple, des recréations numériques des lettres qu'Enrique de Navarra et ses ennemis ont échangées, révélant la tension politique et la peur qui ont été respirées devant le tribunal. Imaginez le jeu de pouvoir perfide, les alliances qui se sont brisées et se sont formées, le tout avec la menace latente d'une guerre religieuse sur le point d'exploser. De plus, nous avons réalisé des images haute résolution de l'époque qui montrent l'architecture des châteaux et des villes où ces événements ont été développés. Regardez la force imposante où Enrique s'est réfugié, ses murs épais, ses fenêtres étroites, tout évoque l'atmosphère de l'incertitude et du danger. Pensez aux détails, dans la vie quotidienne des gens au milieu de ce maelstrom de la violence et de l'intrigue. Et enfin, nous avons inclus des cartes interactives qui vous permettront de suivre la trace des mouvements militaires et des alliances politiques. Vous pouvez observer l'avance et le revers des armées, visualisant la géographie complexe qui a influencé le développement de la guerre. Ce sera comme être là, participer à la stratégie et au chaos. Mais l'histoire d'Enrique de Navarra et des rats n'est que le début. Dans les futures vidéos, nous approfondirons d'autres épisodes sombres des guerres de religion françaises. Je vais vous montrer comment l'ambition et la trahison ont tiré un réseau d'intrigues qui ont changé le cours de l'histoire. Préparez-vous à rencontrer des personnages et des événements encore plus fascinants, aussi choquants que cela. Je travaille déjà sur une vidéo sur le massacre de San Bartholomé, un événement qui a laissé une cicatrice profonde en France. Ce sera une analyse détaillée, avec des images et des documents qui vous laisseront essouffler. Et n'oubliez pas de vous abonner à ne manquer aucun détail de cette saga historique passionnante. De plus, j'ai planifié une spéciale sur les stratégies militaires de l'époque, analysant les batailles les plus importantes et les personnages clés qui les dirigeaient. Je vous assure que vous serez surpris par les tactiques et la cruauté de la guerre du XVIe siècle. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour vous informer lorsque vous téléchargez de nouvelles vidéos. Vous ne manquerez donc rien. J'espère que vous avez aimé cette histoire sombre. Et si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de la vengeance et de la justice? Laissez-le dans les commentaires. Prosody, il speak.